Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le 9e épisode de notre série sur l'export face au Covid réalisé par Team France Export et Vitisphère. Alors ce matin, on prend la direction du sud de l'Europe pour s'intéresser à l'Italie, l'Espagne et le Portugal, nos voisins mais aussi nos concurrents. En premier lieu, j'accueille Santiago Diaz-Ehrenschmidt, chef du service vins spiritueux, bières et cidre du bureau de Business France. Bonjour Santiago, alors ce n'est pas encore la Dolce Vita à Paris, mais j'espère que tout va toujours bien. Merci beaucoup Marion, oui merci, ça va très très bien. Effectivement, on a le soleil du sud de l'Europe aujourd'hui qui est remonté, donc c'est parfait. Donc je vais paraître un peu disque rayé, mais je remercie à nouveau, et c'est important, toute la profession qui fait le relais et le soutien de ces webinaires, donc en particulier les agences régionales de développement, le CNIV, les interprofessions, les clusters aussi. Et cette fois-ci, puisqu'on a la chance d'avoir deux intervenants du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, je voulais souligner que nous travaillons vraiment main dans la main avec le ministère, tout en respectant évidemment les gestes barrières. Hein. Et donc, je remercie la présence d'Antoine Herel pour l'Italie et de Jérôme Froutet pour la zone ibérique. Donc, Vitisphère et la Team France Export, nous sommes plus que jamais unis pour vous accompagner et vous préparer à la reprise avec une remontée donc très régulière des informations marché. Et sur le site Vitisphère, vous retrouverez sous peu le replay de ce webinaire ainsi que le replay des 8 autres webinaires que nous avons déjà réalisés. Et en parallèle, sur le site teamfrance-export.fr, vous pouvez faire le suivi de la situation des marchés avec le live Covid et aussi le plan de soutien qui a lieu jusqu'à fin septembre. Donc, via cette plateforme ou si vous connaissez directement, vous pouvez rentrer en contact avec votre conseiller international de la Team France Export qui est à votre entière disposition pour vous accompagner. Et voilà. Donc, je vous souhaite à nouveau une très belle reprise d'activité export et merci Marion. Merci Santiago. Nous passons à la partie sur notre mode de fonctionnement. Dans un premier temps, les experts vont prendre la parole pour partager avec vous leur exposé et puis ce sera le temps des questions. Alors, pour poser vos questions, vous avez deux solutions. Soit vous pouvez le faire par écrit, soit par oral, grâce aux outils qui sont dédiés sur la console, à droite de votre écran. Pour les questions écrites, ouvrez la console à droite de l'écran en cliquant sur la flèche. Tapez votre question, indiquez éventuellement à qui elle s'adresse et envoyez. Je me chargerai de les poser et éventuellement de regrouper les questions qui portent sur le même sujet. Pour les questions orales, je vous introduirez, puis cliquez sur la main. Quand le voyant devient vert, vous avez la parole. Si vous cliquez par erreur sur la main, vous pouvez recliquer dessus pour désactiver la demande. Voilà pour ce qui est de notre mode de fonctionnement aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, nous allons scruter le marché italien avec Angélique Pétélé du bureau de Business France en Italie et Antoine Herel, conseiller agricole à l'ambassade de France. Vous allez nous expliquer tous les deux la situation italienne en cette période de pandémie. Et d'abord, je passe la parole à Angélique Pétélé. Quel est l'impact du Covid sur le marché, sur ce pays européen qui a été fortement touché par le virus ? Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je vous propose tout d'abord une brève présentation de la filière vitivinicole italienne. Donc l'Italie est le premier producteur mondial avec une production de 54,7 millions d'hectolitres en 2018 et 49,2 millions en 2019, avec une part des appellations d'environ 31%, les appellations DOC et DOCG. Le chiffre d'affaires de la filière s'est élevé à 13,2 milliards d'euros en 2018 et ça représente environ 10% du chiffre d'affaires de l'industrie agroalimentaire. Concernant les échanges, les exportations italiennes de vin se sont élevées à 6,4 milliards d'euros en 2019 et à 334 millions d'euros pour les importations. Concernant donc les importations françaises, ça bloque, slide. Concernant donc les importations françaises, donc la France est le premier fournisseur de l'Italie en valeur.
Le marché va vers une évolution, donc, disons vers des vins de plus de qualité, donc ça profite aux vins français AOP, positionnement haut de gamme. Donc, concernant les spiritueux, la France est le 3e pays fournisseur en valeur et en volume. Et donc, la France reste véritablement une origine incontournable. Concernant ensuite la bière, la France est le 7e fournisseur à l'importation, avec une valeur de 21 millions d'euros en 2019 et une part de marché de 3,7%. Slide. Donc, je passe maintenant la parole à Antoine Hirel pour évoquer les impacts macroéconomiques de l'épidémie et également les dates clés de confinement et déconfinement. Oui, merci beaucoup. Donc, très vite, quelques éléments sur l'impact macro de la crise, éléments d'évaluation à ce stade, donc avec toute l'incertitude qui va avec. Sans surprise, on a des impacts attendus très lourds en termes de croissance et d'emploi en Italie, liés à l'épidémie, dans un pays qui était déjà dans une situation de fragilité avant la crise. Et on a encore beaucoup d'incertitudes sur le temps qui sera nécessaire à l'économie italienne pour retrouver une situation de normalité. Donc, je vous ai cité les estimations disponibles à ce stade en matière de croissance, à savoir moins 9% en 2020 prévu par la Banque d'Italie et un taux de chômage possible de 15% en fin d'année, alors qu'il était d'un peu moins de 10% au 4e trimestre 2019. Côté offre, on a chez les producteurs et entrepreneurs italiens une forte baisse de confiance qui se retrouve y compris dans le secteur agricole et alimentaire. Et en l'occurrence, c'est surtout les industriels alimentaires qui sont très inquiets, notamment par crainte de la baisse des commandes liées au blocage du canal Horeca, par un risque d'accumulation des stocks, par la poursuite de certaines difficultés logistiques et en matière d'accès au financement. Côté demande, on a un effet attendu négatif en termes de revenus et de pouvoir d'achat des ménages italiens. On a d'ores et déjà, selon la Coldiretti, par exemple, 1 million de personnes en plus qui ont recours à l'aide alimentaire, ce qui porte le total à 3,7 millions d'Italiens. Sur un total de 60 millions d'Italiens, c'est pas négligeable. Donc on a d'ores et déjà les manifestations de l'impact économique et social de cette crise. J'ai fait un focus sur le tourisme en raison de son poids dans l'économie italienne et également de son importance en termes de l'importance du canal Horeca de manière générale, donc hébergement, restauration dans les ventes alimentaires en Italie, puisque ce canal représente environ un tiers des ventes alimentaires. Les prévisions sont forcément négatives, puisque en matière de tourisme, la période de mars à mai est celle qui normalement voit à peu près 20% de présence touristique annuelle. Donc ces 20% seront quasiment réduits à zéro cette année. La baisse de chiffre d'affaires du secteur touristique est estimée à ce stade à environ 10 milliards. Côté restauration, on a eu une baisse de 93% du chiffre d'affaires en mars et en avril. La Coldiretti, donc syndicat agricole italien, estime que cette mise à zéro de la restauration a d'ores et déjà entraîné une baisse de chiffre d'affaires de 1,5 milliard pour l'industrie agroalimentaire italienne. S'agissant ensuite des dates clés en matière de déconfinement, donc la slide suivante, donc l'épidémie est apparue fin février en Italie. Le pays s'est mis progressivement en blocage total. Donc 11 mars, limitation des déplacements et 22 mars, suspension des activités non essentielles. Depuis le 4 mars, on retrouve une reprise d'activité progressive. À ce jour, toutes les activités de production et de commerce en Italie sont autorisées dans le respect, bien évidemment, des règles sanitaires. Les prochaines étapes attendues portent sur les levées de restrictions de déplacement, à savoir que depuis le 4 mai dernier, il est possible de circuler librement au sein de chaque région italienne, mais le gouvernement a prévu que à partir du 3 juin, il sera possible de circuler entre régions italiennes, donc au sein du territoire national dans son entier,
sous réserve que les régions concernées aient le même statut sanitaire. Et puis, mention importante aussi, il sera possible pour les ressortissants européens de l'espace Schengen d'entrer en Italie sans être soumis à l'obligation de quatorzaine qui est encore en vigueur jusqu'au 3 juin. En revanche, pour les ressortissants des pays autres que cet espace Schengen européen, ils seront encore soumis à restrictions et à obligation de quatorzaine au moins jusqu'à mi-juin. Voilà. Très bien, merci beaucoup Antoine. Donc maintenant, je vous propose de voir de quelle manière la filière vitivinicole s'est adaptée à la crise. Donc l'adaptation de la filière est passée tout d'abord par l'organisation de webinaires, de dégustations et même parfois de visites de domaines viticoles en modalité digitale pour maintenir avant tout le lien avec les consommateurs et les professionnels. Ensuite, face au blocage du CHR, on a assisté à la montée en puissance du e-commerce via les sites web en propre des producteurs, mais également en collaboration avec des plateformes de vente en ligne, des enseignes de livraison à domicile. Points de vente alimentaire de proximité et groupements d'achat de particuliers ont été renforcés en tant que débouchés alternatifs. Et enfin, Assodistill, l'association de producteurs italiens de distillats, a demandé à lancer, disons, un appel à ses adhérents à se lancer dans la production de gel désinfectant multi-usage. Donc voilà quelques exemples de communication des producteurs italiens en temps de crise. Une communication placée sous le signe de la résilience et de l'italianité, comme vous pouvez le voir par exemple avec Macchiarelli, producteur de vin des Abruzzes, qui a lancé cette campagne Andrà tutto bene, tout se passera bien, tout ira bien. Nardini, producteur de grappes, a choisi de rendre hommage à son terroir et à la vie. Le brasseur Peroni a lancé une vidéo Noi ci siamo, nous y sommes, nous sommes là, pardon, dans le cadre de la campagne digitale Peroni qui ama l'Italia. Voilà. Concernant l'impact sur la distribution, donc la grande distribution, elle a vu les ventes de vin progresser. De manière générale, on a assisté à la montée en puissance de la vente en ligne pour les achats en grande distribution. Pour ce qui est de l'activité des distributeurs, ceux travaillant principalement avec le CHR ont vu leur activité à l'arrêt. Donc la solution principale pour eux, ça a été de passer, disons, du B2B au B2C via la vente en ligne ou le réseau de contact. Ils ont aussi souvent choisi de renforcer leur présence sur les réseaux sociaux. Les cavistes ont été autorisés à poursuivre leur activité dans le cadre du confinement, mais bien sûr avec, dans le contexte de limitation des déplacements. Donc nombreux sont ceux qui ont choisi d'activer également ou de poursuivre la vente en ligne et d'offrir un service de livraison à domicile. Donc le CHR, tout a été fermé du 11 mars au 18 mai. Là, la solution, ça a été la livraison à domicile et le takeaway à compter du 4 mai. Le e-commerce a véritablement explosé au travers notamment des apps et plateformes dédiées au vin. Donc juste un focus sur la grande distribution où les ventes de vin ont progressé de 7,9% en volume et de 6,9% en valeur sur la période allant du 1er janvier au 19 avril. Durant la période de Pâques, on a remarqué notamment que les ventes de vin ont progressé d'un peu plus de 10%, alors que celles des ventes d'effervescents ont diminué de moins 38%. Les formats gagnants au premier trimestre, donc les briques, les bibs avec une progression de 36,8% et le format bouteille avec 6,7% de progression. Les cavistes ont rencontré de nombreuses difficultés. L'association Vinarius a réalisé une enquête auprès de ses adhérents, mais aussi non-adhérents. Et non-adhérents, il a réalisé que un peu plus de 22% des cavistes ont choisi de suspendre complètement leur activité pendant le confinement. 1 sur 4 a choisi d'offrir un service de livraison à domicile tout en restant fermé. Et 53% des cavistes sont restés ouverts et proposaient la livraison à domicile. On estime la baisse du chiffre d'affaires des cavistes ayant choisi de poursuivre leur activité à de moins 50 à moins 80%. La tendance pour les vins, ça a été globalement une diminution des ventes des vins effervescents. On a été en revanche vers une progression des ventes de vins régionaux quotidiens au détriment des vins haut de gamme. Et donc, les ventes de vins dans la fourchette 10-12 € sont ceux qui ont connu la plus grande progression.
Concernant le CHR, donc ce segment a été complètement à l'arrêt, sachant qu'il s'agit d'un débouché représentant un chiffre d'affaires de 6,5 milliards d'euros pour les vins. La FIP, la Fédération italienne des établissements publics, évoque un état de crise profond dans le secteur du tourisme et de la restauration. Concernant les bars à cocktails et pubs, c'était un segment en forte croissance avant la crise. Et d'après une enquête réalisée par le guide des meilleurs bars à cocktails d'Italie, plus de la moitié de ces établissements prévoient une diminution de près de 50% de leur chiffre d'affaires et 1 sur 4 prévoit même des pertes supérieures à 80%. Donc, face à cette situation, on assiste à une véritable mobilisation de la filière en faveur du CHR. La plateforme The Fork a notamment mis en place des vouchers à utiliser post-confinement. Le brasseur Nastro Azzurro a lancé une campagne de crowdfunding pour, disons, aider la FIP. On a également assisté à la mobilisation de start-up liées au monde de la food tech. Et enfin, les distributeurs de food et beverages se mobilisent pour offrir des promotions à leurs clients et surtout améliorer logistique et temps de livraison. Concernant maintenant le e-commerce, donc ce segment-ci a véritablement explosé, notamment au travers de la app Wine Livery qui a enregistré 25% de commandes en plus la première semaine du confinement et plus de 250% la deuxième semaine. Les principaux sites de e-commerce ont également vu leur fréquentation et les commandes progresser. Tanico, par exemple, a enregistré 100% de commandes en plus les 3 dernières semaines de mars. Vino75, un autre site de e-commerce, a quintuplé les volumes vendus. Et Bernabé a enregistré plus de 150% de ventes du 1er au 10 mars. Les consommateurs s'orientent vers des produits à prix plus contenus, mais la fréquence de leurs achats augmente. On a pu par ailleurs constater de bons résultats pour les produits d'apéritifs dans la lignée de la tendance des apéritifs virtuels, apérichat et les perspectives de sortie de crise. Donc, la consommation va évoluer, on va vers une nouvelle normalité, une nouvelle socialité plus individuelle, faite de petits groupes. On va également vers une réorganisation de la distribution avec une diversification des activités. Il faudra par ailleurs compter sur les protagonistes d'une nouvelle normalité, que ce soit e-commerce, proximité, communication digitale. Et enfin, il est possible que l'on assiste à un effet revenge spending pour les catégories les plus aisées. On va donc vers un nouveau départ avec la recherche d'idées nouvelles, de produits innovants. Tout le monde a besoin de fraîcheur, d'évasion et de légèreté. Excusez-moi, j'ai un petit blocage. Quelques mesures de soutien pour l'export des vins italiens. Donc, le décret Cura Italia du 17 mars a prévu l'allocation de 150 millions d'euros pour le Fonds pour la promotion intégrée destiné à financer une campagne extraordinaire de communication pour soutenir les exportations italiennes et l'internationalisation des entreprises, en particulier pour les entreprises du secteur agroalimentaire, dont le vin. Deuxième chose à signaler, le ministère des Affaires étrangères pilote avec les régions et les opérateurs économiques des différents secteurs l'élaboration d'impact pour l'export avec différentes mesures envisagées, notamment un financement massif du soutien à l'export, la mise en place d'un plan extraordinaire de communication en faveur des secteurs économiques les plus pénalisés par la crise, mais également une stratégie de commerce en ligne plus vaste. Quelques conseils que nous pouvons donner aux exportateurs français. Tout d'abord, il s'agit de maintenir bien sûr un contact régulier par téléphone ou mail avec vos contacts italiens. Prévoyez également un déplacement en Italie lorsque ce sera possible. Avant de vous rendre en Italie, informez-vous bien sur les mesures en cours. Il s'agit ensuite d'être réactif, flexible, surfer sur les tendances. Et bien entendu, il s'agit maintenant plus que jamais d'affûter vos outils de communication digitale. Enfin, les prochaines éditions des principaux salons du secteur. On signale donc Vinitaly. L'édition 2020 a été reportée à 2021, du 18 au 21 avril. Le Merano Wine Festival, en revanche, est confirmé du 6 au 10 novembre 2020. Spirits Experience, l'édition 2020 a été reportée à 2020, mais la date reste fixée. Et enfin, je vous signale également le Beer Food Attraction qui aura lieu à Rimini du 20 au 23 février prochain. Je vous propose maintenant d'écouter le témoignage de Madame Delphine Chemla, importatrice basée à Gênes. Bonjour Delphine Chemla. Bonjour. Je vous propose, voilà, je vais vous poser quelques petites questions. Pourriez-vous tout d'abord, s'il vous plaît, nous présenter votre entreprise?
Eh bien, je suis importatrice de vins français en Italie depuis bientôt presque 20 ans. J'importe tout type de vins, des champagnes et de toutes les régions de la France. Je le distribue dans le secteur HoReCa normalement. D'accord. Pourriez-vous nous dire quel a été l'impact du Covid-19 sur votre activité? Elle a été très, très importante, évidemment, étant donné que je fournis les hôtels haut de gamme, les restaurants et les cavistes. Déjà, les hôtels et les restaurants ont dû fermer. Ils viennent de rouvrir. Certains n'ont pas encore ouvert, d'ailleurs. Et bien évidemment, ils ont un stock qu'ils doivent écouler, donc ça paraît très, très difficile. Les cavistes sont restés ouverts, mais ils ont eu pas énormément de demandes. Je comprends. Quelle stratégie avez-vous adoptée en période de confinement pour pouvoir justement poursuivre votre activité? Alors, étant donné que mes principaux clients ont dû fermer à cause du coronavirus, je me suis mise, comme vous disiez dans votre présentation, aux réseaux sociaux. Donc, j'avais déjà une page Instagram, une page Facebook, et j'ai essayé de faire des présentations sur les régions françaises, où j'intégrais bien évidemment les vins que j'importe. Donc, j'ai eu assez de visualisations lorsque je faisais ces descriptions. Les gens étaient intéressés de connaître la région française, la Champagne, Bourgogne, Bordeaux, Loire, la Provence aussi. Et donc, c'était une façon de leur rappeler que j'étais là, que je continuais de travailler et que les vins étaient présents s'ils le voulaient. Donc, ça a bien marché. Et puis maintenant, j'ai mis en ligne aussi des offres de box à un prix abordable pour essayer de compenser un petit peu les pertes dues à la fermeture des hôtels et des restaurants. D'accord. Y a-t-il des types de vins dont les ventes ont particulièrement progressé ou régressé depuis le début de la crise du Covid? Alors, ça correspond aussi à ce que vous avez présenté, c'est-à-dire que moi, d'habitude, je vends beaucoup de champagne. Et là, le champagne a été assez touché, pratiquement à l'arrêt, alors que les vins blancs et les vins rosés, en plus, on a eu un printemps particulièrement chaud en Italie, et donc les gens avaient envie de boire des vins frais. Donc, tout ce qui est vins blancs comme Muscadet, Sancerre, des vins blancs de Bordeaux, des vins blancs de Provence, et bien évidemment, tout ce qui est Côte de Provence, les rosés ont très, très bien marché aussi. D'accord. Et quelle est l'évolution de la fréquentation des cafés, hôtels, restaurants depuis leur réouverture le 18 mai? Qu'avez-vous pu observer? Alors, c'est-à-dire que les restaurants ont rouvert. Comme je disais, les hôtels, pas tous, hein, ils vont rouvrir petit à petit. Les restaurants, les gens ont essayé d'être présents, mais malgré tout, il y a une très forte baisse due au fait qu'il doit y avoir une certaine distance entre les tables, le problème sanitaire. Donc, même si les restaurants ont rouvert, la clientèle a diminué obligatoirement. Et donc, c'est quand même très, très difficile. D'accord. Et maintenant, comment envisagez-vous l'avenir, la reprise pour vous et la filière de manière générale? Mais j'espère que mes clients hôteliers vont pouvoir rouvrir pour la saison d'été. Et donc, je suis déjà bien évidemment en contact avec eux et on va faire beaucoup d'efforts pour les soutenir. Et donc, j'essaye de les appeler. Ils devraient rouvrir normalement. Et donc, s'ils rouvrent, il devrait y avoir ensuite une demande qui sera sans aucun doute beaucoup plus basse que ce qu'ils commandent d'habitude. Faut être réaliste. Et comment maintenant les producteurs français de vins et spiritueux intéressés au marché italien peuvent-ils préparer la sortie de crise? Il faut qu'ils soient très compétitifs. D'abord parce que l'Italie est le pays producteur de vin numéro 1 maintenant. Et ils sont devenus aussi chauvins que les Français, sinon plus.
Donc, c'est vrai que les producteurs français vont devoir faire des efforts s'ils veulent rentrer sur le marché italien. Sans aucun doute, il faut baisser les prix, il va falloir faire des dégustations, il va falloir tourner beaucoup les clients et donc ça va être beaucoup plus difficile. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Delphine Chemla pour votre témoignage. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci à tous les trois. Désormais, nous traversons la Méditerranée direction l'ouest pour aller en Espagne, un autre pays à avoir été fortement touché par le Covid. Pour en savoir davantage, nous accueillons Astrid Charpentier du bureau Business France Espagne. Bienvenue Astrid. Comment le pays traverse-t-il la tempête du Covid? Bonjour à tous. Alors, concernant l'état des lieux du confinement en Espagne, sachez que l'état d'alerte a été décrété le 14 mars et que nous avons subi un confinement extrêmement strict avec des sorties autorisées seulement pour les besoins de première nécessité. Je laisserai Jérôme Frouté pour expliquer la situation actuelle du déconfinement. Voici quelques chiffres du marché espagnol en 2019. Le pays compte 47 millions d'habitants et 83 millions de touristes. Ces touristes représentent 12% du PIB espagnol. L'Espagne est composée de 17 communautés autonomes et nous aimons rappeler qu'il est important de prendre en compte cette dimension régionale quand on travaille avec les Espagnols, car il y a des spécificités réglementaires et administratives en fonction des différentes communautés. On peut passer à la slide suivante. Vous trouverez sur cette slide le panorama des boissons alcoolisées en Espagne. Alors, concernant les vins, l'Espagne possède la première surface viticole du monde. La production de vin espagnol est de 39 millions d'hectolitres environ de moyenne sur les dernières années. Le pays est également le premier exportateur de vin, ce qui correspond à plus de la moitié de sa production. La France est le premier fournisseur en vin de l'Espagne, avec en valeur environ 130 millions d'euros, et 80% de ce montant correspond au champagne. On note une croissance des exportations françaises vers l'Espagne de plus de 12%. Concernant les bières, c'est la boisson la plus consommée en Espagne, comme vous pouvez le constater sur le graphe à droite. Cela représente 67% de la consommation par habitant sur le total des boissons alcoolisées consommées par habitant. L'Espagne est le premier producteur de l'Union européenne et la France son deuxième fournisseur en valeur avec 36 millions d'euros, derrière la Belgique et l'Allemagne. Concernant les spiritueux, le pays consomme principalement du whisky, qui représente 25% du total des spiritueux consommés par les Espagnols, et l'Espagne exporte 40% de sa production. La France est le quatrième fournisseur de l'Espagne en valeur, avec 72 millions d'euros, exportant principalement de la vodka. On note une croissance de 8% des exportations françaises de spiritueux vers l'Espagne en 2019. Concernant les cidres, rapidement, la plus grosse consommation est en Asturie, c'est également le principal lieu de production de cidre en Espagne. Sachez que le conditionnement en canette se développe de plus en plus pour concurrencer les bières. La France est le 8e fournisseur de cidre de l'Espagne en valeur. Alors, on passe à la slide suivante. Quels sont les canaux bloqués actuellement? Eh bien, évidemment, la restauration hors domicile. L'effondrement du secteur RHD qui regroupe plus de 300 000 établissements représente un chiffre d'affaires de 120 milliards d'euros, un impact très fort sur les Espagnols, aussi bien au niveau économique que culturel. Les pertes pour le secteur sont estimées entre 54 et 67 milliards d'euros. Alors, pour faire face à cette crise, eh bien, le secteur tente de se réinventer et trouver de nouveaux débouchés au travers de circuits de distribution courts pour atteindre directement le consommateur. Certains restaurateurs et chaînes développent des partenariats avec des acteurs de livraison à domicile tels que Glovo, Deliveroo ou Uber Eats. Pour revenir sur le vin, selon la Fédération espagnole du vin, la baisse d'activité moyenne de la filière serait de l'ordre de moins 35% sur le premier trimestre 2020 et de moins 70% sur le mois de mars. Alors dans ce contexte, et bien évidemment, le consommateur doit s'adapter. On note aujourd'hui le boom de la consommation de produits locaux. Alors j'ai parlé avec plusieurs contacts qui ont des sites de vente en ligne de vin et ils me confirment tous cette tendance de vente et consommation en hausse de vin espagnol. Le consommateur a dû changer ses habitudes de consommation. On peut passer d'achat, pardon. On peut passer à la slide suivante. Les ventes en grande distribution
ont augmenté de 30% pour les vins et les bières. À noter aussi le boom de la consommation du vermouth, avec une augmentation de plus de 88% pendant le confinement. Les enseignes misent également sur la consommation locale, comme c'est le cas pour Carrefour, qui vient de référencer de nombreux produits issus de la communauté de Madrid. Les investissements de la grande distribution restent pour la plupart maintenus, avec des ouvertures de nouveaux magasins, Mercadona, des Lidl par exemple. Et à noter aussi l'explosion de la demande en ligne qui a entraîné la saturation de sites d'achat en ligne de grandes chaînes. Alors, la transformation la plus significative… Non, on peut revenir sur la slide précédente, s'il vous plaît. La transformation la plus significative a été dans le canal en ligne qui, avant crise, atteignait à peine les 1% de vente de la consommation alimentaire, alors qu'il est estimé à près de 4% aujourd'hui. La crise a attiré 20% de nouveaux utilisateurs. On note une augmentation de 73,4% des ventes de vins et dérivés en ligne pendant le confinement. On estime également que les services de livraison tels que Click and Collect, Click and Car ou Click Express ont augmenté de 50% pendant le confinement. D'après les contacts que nous avons interrogés sur l'évolution des ventes de vins en ligne, la croissance des ventes est d'environ 14% sur les derniers mois en moyenne. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Pour terminer, je vais vous présenter quelques initiatives locales qui peuvent peut-être également vous donner des idées. Par exemple, la Bodega Ramon Bilbao, qui invite les consommateurs à trinquer chez soi pour trinquer demain dans les bars. Donc, en fait, dès qu'un consommateur achète une bouteille en ligne, la Bodega offre une bouteille au secteur RHD. La Bodega Familiares Matarromera, qui regroupe 10 bodegas de 6 appellations d'origine, enverra des caisses de produits à ces distributeurs qui enverront à leur tour à leurs clients, donc les bars, restaurants et boutiques, les produits. Et elles permettront aussi un délai de paiement de 6 mois pour faciliter les prochaines commandes. Mau San Miguel a lancé en coopération avec 13 brasseries artisanales la bière Bar is Back. C'est une bière distribuée de manière gratuite aux bars et restaurants dès leur réouverture avec des prévisions de volume de 50 hectolitres. Mau a lancé également une plateforme maintenant plus que jamais. Donc, c'est une cagnotte sur laquelle on peut verser de l'argent, mais surtout obtenir des bons à valoir dans les bars et restaurants dès leur ouverture. Alors, je ne l'ai pas mentionné sur cette diapositive, mais sachez également que l'appellation d'origine Rueda, pour qui le secteur RHD représente 70% de ses ventes, a souhaité renforcer les ventes en ligne de ces bodegas à travers la propre page web de l'Interpro. Voilà pour l'Espagne. Bien, merci pour ce point. Maintenant, nous allons explorer le Portugal avec Laetitia da Cruz Cerqueira. Vous êtes conseillère au bureau Business France du Portugal. Comment le pays vit-il cette crise inédite? Bonjour à tous. Alors, juste une petite présentation du Portugal avant le Covid. Donc, le Portugal se trouvait dans une phase très dynamique avec le boom du tourisme, 27 millions de touristes en 2019, sachant que la population est de 10,3 millions. Force d'investissement immobilier, 27 milliards d'euros et le focus des entreprises portugaises sur l'exportation avec environ 7 milliards d'euros. Au niveau du secteur, 102 litres par habitant par an de boissons alcoolisées consommées. Le secteur du vin est un secteur mature mais dynamique depuis ces dernières années avec l'augmentation de la qualité et des exportations. Les spiritueux représentent 679 millions d'euros. Le Portugal est 4e producteur de vin de l'Union européenne et 5e exportateur avec une production de vin de 6,5 millions d'hectolitres. Le secteur de la bière, qui habituellement est très concentré sur 2 groupes, Sagres et Superboc, s'est redynamisé avec des bières artisanales et des bières sans alcool qui ont représenté plus de 33% en 2019. Et une évolution positive pour les cidres avec cette précédente sur les cidres avec les producteurs portugais qui se lancent également au cidre. Et vous avez sur le graphique les progressions au niveau des importations. On voit donc une progression positive des importations de vins et spiritueux, au contraire des bières et des cidres. Slide, s'il vous plaît. Alors, au niveau du Covid, donc le 3 mars, nous avions 4 cas. Les Portugais se sont rapidement confinés. Le 16 mars, les écoles fermées. Le 18 mars, le décret d'arrêt d'urgence était lancé avec 3 morts. Les Portugais ont été très disciplinés. Nous n'avions pas de contrôle ou besoin de justifier nos sorties.
comme l'Espagne ou comme la France, uniquement des contrôles sur les routes pendant les week-ends et Pâques. Au niveau du consommateur, évidemment, fréquence d'achat alimentaire en baisse pour des achats plus rationnels, plus économiques, puisque les revenus ont baissé. Une consommation plus à la maison. Les Portugais prenaient beaucoup de repas à l'extérieur. Le food service était en forte expansion, notamment avec le tourisme, mais également avec les dépenses des Portugais en augmentation. Et vous avez un graphique avec l'achat des vins avant et durant la pandémie. Donc, on voit une baisse au niveau des ventes en supermarché, augmentation donc, sur la consommation de leur propre cave et une augmentation au niveau du online avec, qui passe de 7,9% à 15,4%. Slide suivante, s'il vous plaît. Au niveau des impacts, donc baisse des ventes des vins Porto de 25%, baisse de 30% des vins DOC, donc augmentation des vins de table et 70% des ventes de bagging box de 5 litres. Chute des exportations de 45%. Évidemment, les grandes entreprises qui avaient une structure à l'export solide ont maintenu leurs exportations ou même augmenté, notamment vers la Norvège et le Canada. Les coopératives, elles, s'accrochent aux ventes de GMS et aux bagging box. Le gouvernement a lancé une aide de 10 millions d'euros pour le secteur et récemment 14 nouvelles mesures pour le programme internationalisé 2030 pour relancer les exportations et attirer les investissements étrangers. Au niveau de la bière, donc hausse des prix des matières premières, la bière a maintenu ses ventes en GMS, mais évidemment le secteur est critique puisque les principales ventes se font en RHD. Au niveau des préoccupations, les viticulteurs pensent évidemment qu'ils utiliseront plus de mécanisation, une augmentation des maladies dans les vignes car évidemment manque de main-d'œuvre, excès de stock qui devrait baisser les prix et certains producteurs disent même que la production sera vendue d'ici 2-3 ans. Les coopératives demandent déjà un contrôle au niveau des importations de vin. Slide suivante. Au niveau des canaux de distribution, donc évidemment, les RD représentent 80-90% des ventes du secteur. Ce segment a dû se réinventer, donc notamment par le takeaway ou les livraisons. Les bières, par exemple, ont fait un partenariat avec Uber Eats et se sont lancés également dans les gels désinfectants. Une marque de gin, par exemple, qui a lancé une boisson de 75% d'alcool qui sert à boire ou à se désinfecter. J'ai pu avoir quelques témoignages, donc un importateur de food service, donc All House, qui m'a bien indiqué que beaucoup s'étaient lancés dans le takeaway ou livraison, mais beaucoup avaient désisté par manque de moyens ou manque de résultats. Il parle d'une reprise lente de la restauration. Une acheteuse food des chaînes Accor m'a indiqué qu'elle avait été mise en layoff dès le démarrage et qu'il n'y a pas de réouverture prévue pour le moment. Mais de nombreux hôtels devraient réouvrir normalement sur le mois de janvier. Au niveau, un importateur de vin, Vinhos Livres, donc lui parle d'une situation critique pour les vins étrangers avec la fermeture des restaurants, puisque les ventes se passent principalement dans les restaurants pour les vins étrangers. Et il est très attentif évidemment aux faillites et a déjà récupéré des bouteilles chez ses clients. Wines by Art, donc c'est un caviste à Lisbonne qui a réouvert donc, le 18 mai et qui parle encore de ventes très, très faibles, donc pas de perspective pour l'instant très alléchante. Slide suivante. Au niveau des canaux en développement, donc la GD évidemment le lieu d'achat principal pour les vins, l'approvisionnement a été assuré. Un acheteur d'Auchan m'a bien indiqué qu'au démarrage, les tensions étaient présentes. Aujourd'hui, ils sont bien adaptés à la nouvelle normalité de consommation et aucun problème au niveau d'approvisionnement national et international. Évidemment, le e-commerce, comme beaucoup, monte en flèche. Le secteur était très en retard sur le digital et on note 5,2% d'achat de vin online pour la première fois pour certaines personnes. Et un témoignage donc, de One Wine, un caviste qui avait une boutique online depuis 2011, qui a vu ses ventes augmenter de 540% sur le premier mois du confinement. Nouveaux clients, nouvelles régions, prix différents. Donc, il y a vraiment une nouvelle tendance, une nouvelle clientèle online et une valeur moyenne de 55 €. Slide suivante. Donc, quelques initiatives. Donc, pour beaucoup, création de boutiques online, puisque beaucoup n'en avaient pas. Lancement de nouvelles gammes en live. Harmonisation vin aimé avec envoi de packs vin et conserve artisanales. Portugal Wine Week, donc une plateforme de présentation de producteurs portugais
où 1000 réunions professionnelles ont été organisées pour essayer de pallier un petit peu au manque du ProWine. Visite virtuelle du domaine à partir de 40 € d'achat, dégustation virtuelle et Wine Hour at Home avec invitation d'un producteur en live sur Instagram durant plusieurs jours et des masterclass à l'aveugle. Voilà pour le Portugal. Je passe la parole à Jérôme Fouté. Merci bien. Nous allons compléter vos propos, Laetitia, et ceux d'Astrid avec Jérôme Frouté. Vous êtes conseiller agricole de la zone ibérique. Quels sont les choix pris par les autorités dans ces deux pays aujourd'hui? Merci Marion, bonjour à toutes et à tous depuis Madrid, à tous les aficionados du marché ibérique des vins et spiritueux et notamment à mon collègue et ami Santiago. Avant d'évoquer les perspectives ibériques, je vous propose un point de situation sur le déconfinement de la péninsule, en commençant par le Portugal. Le Portugal, comme l'indiquait Laetitia, a été relativement épargné par le virus, ce qui lui a permis de sortir de l'état d'urgence dès le 3 mai et d'entamer son déconfinement le 4 avec une réouverture progressive des commerces et quasiment un mois d'avance sur l'Espagne, puisque la réouverture des bars et restaurants est autorisée depuis le 18 mai à condition de ne pas dépasser 50% de la capacité d'accueil. En Espagne, en revanche, c'est plus compliqué parce que Astrid nous l'a dit tout à l'heure, le confinement mis en place par l'Espagne a été l'un des plus stricts au monde. Alors aujourd'hui, où en est-on sur le plan sanitaire? L'épidémie poursuit son reflux, mais l'évolution de la décrue reste quand même fragile. Et le gouvernement de Pedro Sánchez, qui a déclaré l'état d'alerte le 14 mars, a décidé de prolonger cet état d'alerte jusqu'au 7 juin. Pour autant, comme ses voisins européens, l'Espagne desserre les taux du confinement, mais avec un plan de déconfinement espagnol très prudent. Il est d'abord graduel, avec 4 phases de 0 à 3, ça va du bleu foncé au vert clair sur la carte. Il est également asymétrique, c'est-à-dire qu'il fonctionne par province. Il est coordonné par le ministère central de la Santé. Il est adaptatif avec possibilité, ou risque plutôt, de retour en arrière à tout moment en fonction des conditions sanitaires. Et ce plan de déconfinement est prévu pour durer jusqu'à fin juin. Alors, la région de Madrid et la ville de Barcelone, qui étaient les deux zones qui ont payé le plus lourd tribut à la pandémie, n'ont été autorisés à entrer en phase 1, c'est-à-dire en bleu sur la carte, que lundi dernier. Tandis que près de la moitié du pays est aujourd'hui, pardon, j'ai dit en phase 2, en phase 1, tandis que l'autre moitié du pays est en phase 2 de déconfinement, c'est le vert que vous voyez, c'est-à-dire autorisé à ouvrir les terrasses des bars et des restaurants à hauteur de 50% de capacité maximale et les salles également au tiers. Sachant que dans le même temps, la mobilité des Espagnols est restreinte aux limites de la province. Il n'y a pas de limite de 100 km comme en France. Alors pendant ce temps, le gouvernement espagnol durcit les conditions sanitaires avec le masque obligatoire, mais surtout aux frontières, en imposant depuis le 15 mai, et pour toute la durée de l'état d'alerte, une quarantaine de 14 jours à tous les visiteurs étrangers, y compris de l'Union européenne, qui entrent sur le territoire espagnol, ce qui a, vous l'avez sans doute appris, déclenché une mesure de réciprocité française immédiate. Alors où en sommes-nous aujourd'hui en matière d'ouverture des commerces et hôtels? Alors d'après l'Association des travailleurs indépendants, à la date du 18 mai, on n'a pas encore de chiffres actualisés. Il y avait 60% des commerces de proximité et 30% des hôtels qui avaient rouvert. Diapo suivante. Dans ce contexte espagnol compliqué, quelles sont les perspectives? Alors, quelques infos macroéconomiques sur l'Espagne. C'est quand même très difficile à ce stade de dire quelles seront les
conséquences à moyen terme de ces 2 mois et demi d'hibernation économique. La reprise espagnole dépendra de l'efficacité des 2 principales mesures déclenchées par le gouvernement pour soutenir les entreprises. La première, c'est le chômage partiel, qui a été à ce stade moins utilisé qu'en France quand même, mais qui est prolongé jusqu'au 30 juin. Et la seconde mesure, c'est le schéma de garantie bancaire par l'État, qui vise à favoriser les liquidités des entreprises espagnoles. Alors, d'après les dernières prévisions macroéconomiques du gouvernement, cette crise du Covid devrait se traduire par un scénario en V asymétrique, avec d'une part une chute brutale du PIB, dont la croissance était avant le Covid l'une des plus élevées de la zone euro. Donc ce PIB devrait chuter de 9,5% en 2020, puis ensuite reprendre, vous le voyez sur le graphique de gauche, reprendre progressivement à 6,8 en 2021. Et d'autre part, un taux de chômage qui était avant Covid de 15%, qui devrait grimper à 19, voire 20% en 2020, pour redescendre ensuite autour de 17% en 2021. Diapo suivante. La reprise du marché ibérique dépendra également de la levée des restrictions aux frontières espagnoles pour les entrées de travailleurs étrangers et de touristes. Alors, s'agissant de l'entrée des saisonniers agricoles étrangers, ça intéressera les vignerons d'entre vous. Aujourd'hui, en Espagne, statu quo pour les Marocains, qui ne peuvent toujours pas entrer dans le pays, mais, et ça c'est un fait nouveau, ouverture aux saisonniers de l'Union européenne depuis lundi, date à laquelle les producteurs catalans de pêche nectarine ont obtenu le feu vert du gouvernement central pour mettre en place un corridor vert, notamment pour les saisonniers roumains qui sont très attendus dans les vergers de Catalogne et d'Aragon. Concernant le tourisme, qui est à l'évidence l'un des enjeux majeurs du déconfinement en Espagne à l'approche des congés d'été, le tourisme pour l'Espagne, Astrid le rappelait tout à l'heure, c'est 83 millions de visiteurs, 12% du PIB et 13% des emplois. Et le tourisme, ainsi que l'hôtellerie, les bars, la restauration, dont je vais dire un mot juste après, c'est vraiment le canal de distribution par excellence des vins espagnols, dont il assurait avant la crise les 2/3 du chiffre d'affaires. Or, la quatorzaine que j'évoquais, qui est imposée à toute personne étrangère entrant sur le territoire espagnol, même si à ce jour, cette quatorzaine ne s'applique qu'aux seuls points d'accès portuaires et aéroportuaires et non aux frontières terrestres, cette quatorzaine est quand même un sérieux frein à la reprise du tourisme. Et c'est pourquoi le gouvernement espagnol s'efforce depuis plusieurs jours d'émettre des signaux positifs en indiquant que le tourisme reprendra en Espagne fin juin et pour le tourisme international au mois de juillet avec levée de la quatorzaine obligatoire pour tous les voyageurs se rendant en Espagne dès le 1er juillet. Alors j'en viens maintenant au secteur qui vous préoccupe sans doute le plus, la RHD. La reprise du marché ibérique dépendra aussi du rythme de la réouverture de la restauration hors domicile dans les semaines et mois à venir. Alors malgré le fait que la totalité des bars et restaurants du pays soient aujourd'hui autorisés à rouvrir leurs terrasses à moitié de leur surface, toutes les enquêtes corroborent un redémarrage timide de la restauration hors domicile, redémarrage qui était estimé lorsque la moitié du pays était en phase 1, entre 15 et 20%. Un grand nombre de bars-restaurants dans ces zones en phase 1 ont en effet gardé leur rideau fermé, tout simplement en faute de terrasses de taille suffisante. Et on observe que dans plusieurs villes, certains établissements qui avaient rouvert ont dû malheureusement refermer après quelques jours, faute de clientèle suffisante. Alors malgré tout, il y a des signaux positifs. Les dernières enquêtes annoncent 30% de réouverture des bars et restaurants en phase 2, avec des prévisions de 50% pour ce week-end de Pentecôte. Incertitude également sur les nouveaux modes de commercialisation. Alors comme l'ont indiqué Astrid et Laetitia, le canal Horeca s'est effondré
Le canal B2C explose, le canal de proximité est celui qui tire le plus son épingle du jeu pendant le confinement, et ces nouveaux circuits courts, circuits dédiés au client final, semblent s'installer durablement dans le paysage espagnol. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils parviendront à compenser en volume les flux qui étaient jadis réalisés par la restauration hors domicile? On peut s'interroger. Mais ce qui semble d'ores et déjà acquis en revanche, c'est qu'ils n'y parviendront pas en marge ni en valeur. S'agissant des nouveaux modes de consommation, Astrid nous a expliqué que les ménages espagnols confinés dans leurs appartements avaient transformé leur salon en bar à bière et à vermouth, et ainsi que leur cuisine en atelier de pâtisserie. Alors, cette reconnexion, alors certains observateurs vont jusqu'à affirmer que ce confinement aura permis de reconnecter les Espagnols à la cuisine et à la consommation d'alcool à la maison. Alors, on peut quand même aussi s'interroger, est-ce que cette reconnexion et cette consommation à domicile va tenir après la crise? Je pense qu'on peut en douter, car vous le savez, au royaume des tapas, la consommation hors domicile n'est pas seulement un mode de consommation, c'est aussi un mode de vie. Si l'on regarde le Portugal et surtout l'Espagne en tant que producteur de vin et fournisseur des marchés français et européens, ce dont on est absolument certain aujourd'hui de vin et de produits alimentaires, c'est que la production agricole et alimentaire ibérique a tenu bon. Les fondamentaux de l'agriculture espagnole, 4e puissance agricole de l'Union européenne, que vous a présenté Astrid, sont bons. Et comme la France, l'Espagne est préservée de la pénurie alimentaire grâce à la richesse de son agriculture et à la force de son industrie alimentaire. Alors, même si certaines filières espagnoles sont en zone de turbulence, de manière d'ailleurs symétrique à la France, je pense bien sûr à la filière viticole, la pandémie n'a pas détraqué l'agriculture ibérique. Le Covid n'a pas grippé la machine à exporter espagnole, qui a démontré qu'elle reste en capacité de satisfaire les besoins de ses clients européens du Nord. Un mot sur l'export à ce propos. Sur le mois de mars, les exportations espagnoles, tous secteurs confondus, se sont effondrées, sauf dans l'alimentaire, qui a connu une embellie de près de 13% tirée par la viande de porc, les fruits frais, mais aussi par le vin, puisque sur le mois de mars, les ventes espagnoles de vin à l'export ont légèrement augmenté, presque 1%. Un mot enfin sur des notions qui vous intéressent, parce qu'elles se développent en France, patriotisme et souveraineté alimentaire. Des notions que les exportateurs espagnols voient d'un très mauvais œil pour des raisons commerciales évidentes, mais aussi pour une raison culturelle, parce que l'identité nationale en matière d'alimentation est un concept très diffus dans ce pays, très décentralisé, dont les habitants sont viscéralement attachés à leur identité régionale. Et de plus, l'Espagne, comme le Portugal d'ailleurs, sont des pays structurellement déficitaires, dont de nombreuses filières agricoles, et ils sont conscients qu'ils le resteront encore longtemps, notamment à cause du réchauffement du climat. Et puis, il y a un autre atavisme ibérique qui explique le décollage très tardif de la notion de patriotisme alimentaire dans la péninsule. C'est cet attachement de l'Espagne et du Portugal à l'intégrité du marché unique et à la libre circulation des marchandises. Et c'est d'ailleurs pour ces motifs d'approche très libérale que la vocation exportatrice de l'agriculture et en particulier de la filière viticole espagnole ne fait absolument pas débat dans le pays. Alors dans ce climat actuel d'incertitude économique et sociale, s'il y a une chose sur laquelle les entreprises françaises peuvent compter, c'est la qualité de la relation bilatérale avec, entre la France et l'Espagne et le Portugal, qui est particulièrement étroite et fiable, notamment dans le secteur vitivinicole, puisque grâce au comité mixte qui fonctionne depuis exactement 3 ans et qui sera élargi à l'Italie cette année, la France et l'Espagne gèrent les situations de concurrence rencontrées dans certains segments de marché, et ils partagent la même vision de la future politique agricole commune, et ils sont solidaires dans l'adversité du commerce international, et je fais ici allusion bien sûr aux
taxe douanière américaine qui frappe de plein fouet, vous le savez, les vins français, dans une moindre mesure les vins espagnols depuis l'an dernier, l'Espagne étant surtout impactée sur l'huile d'olive et les olives de table. Alors cette solidarité franco-espagnole s'est également exprimée il y a quelques semaines lorsque les deux pays ont fait bloc face à la Commission européenne et ont obtenu de Bruxelles des mesures d'urgence pour alléger le marché et soutenir la filière en prévision des prochaines vendanges qui, en Espagne, compte tenu des pluies abondantes en avril et mai, pourraient être généreuses. Ces mesures de marché qui seront mises en œuvre en Espagne et qui sont actuellement encore en discussion entre Madrid, les communautés autonomes et les professionnels sont de 3 ordres. Distillation de crise, stockage privé et vendange en verre pour une aide globale de près de 85 millions d'euros qui sera couverte par le programme national d'appui espagnol 2020 et 2021 avec, et ça c'est une différence notable par rapport à la France, avec aucune aide d'État. Pour terminer, mesdames, messieurs, je voudrais insister sur le fait que, compte tenu des difficultés rencontrées au grand export, je pense aux États-Unis et à la Chine, je crois qu'il est temps de revisiter les marchés proches comme la péninsule ibérique que sans doute certaines entreprises françaises ont un peu délaissé ces dernières années, d'autant que les filières espagnoles et portugaises vitivinicoles qui sont loin d'être sorties de la zone de turbulence expriment aujourd'hui un fort besoin de coopération avec les entreprises françaises. Alors mes collègues de Business France, Astrid et Laetitia et moi sommes à votre disposition pour servir de guide, pour vous accompagner dans vos contacts avec les partenaires espagnols et portugais. Pour en savoir plus, vous trouverez nos bulletins de veille hebdomadaires et nos lettres d'info Espagne-Portugal sur le site de France Agrimaire et sur le site du service économique régional de Madrid. Et un mot de conclusion avant qu'Anna me coupe le micro et me ferme ma webcam. Je voudrais juste adresser au nom des conseillers agricoles en ambassade tous nos remerciements à Business France pour l'excellente organisation et préparation de ces nombreux webinaires agro auxquels nous avons participé depuis un mois. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Jérôme, pour cet exposé très détaillé. Nous passons maintenant à la partie questions. Et je vais commencer par une question portant sur le marché bio. C'est Olivier Gouet qui la pose. Il voudrait savoir si vous avez davantage d'informations sur les tendances de consommation et la progression des ventes. Est-ce que dans vos pays respectifs, les consommateurs sont en attente de produits bio? Est-ce que ça pourrait être un élément différenciant pour les vins français sur ces marchés? Alors, je vais d'abord poser la question à peut-être en Italie, à Madame Schelma. Est-ce que vous sentez un intérêt de vos clients pour ces produits? Oui, tout à fait. La demande est réelle, aussi bien de la part des cavistes que des hôtels et des personnes privées qui me contactent. Ils me demandent tous comment a été cultivé un vin, s'il a la sigle bio. Souvent, les vins français sont en culture raisonnée, mais beaucoup de mes producteurs sont en train de changer leur production et pour avoir l'appellation bio sur leur vin et même sur les champagnes. Hein. Et vous disiez justement que les producteurs français devraient faire un effort sur les prix. Est-ce que le bio, ça peut contrebalancer finalement le besoin d'être concurrentiel en apportant ce plus environnemental? Alors peut-être, la seule chose que j'ai constatée en tant qu'importatrice, c'est que les vins bio sont généralement plus chers. Et je pense que maintenant, il faut vraiment être très compétitif pour pouvoir concurrencer ou de toute façon rentrer sur le marché italien. Le client italien, entre un vin italien et un vin français, va choisir le vin italien. S'il a un intérêt économique, alors il décidera de vouloir découvrir le vin français. Et donc, je pense que c'est très important. Le tarif des vins va être très important sur cette reprise
dans les restaurants, dans les hôtels de luxe. Bon, les hôtels de luxe, généralement, ils ont quand même une clientèle aisée, mais il faut attendre que cette clientèle revienne, c'est surtout ça. Très bien. Et vous, Astrid Charpentier, en Espagne, vous sentez comment les choses pour les produits bio? Écoutez, pour les produits bio, on est sur une croissance d'à peu près 20% de la consommation de vin bio depuis 2016. Donc, ça représente à peu près 12% du vignoble espagnol, les vins bio. Voilà. Donc, il y a déjà une offre locale importante qu'il faut savoir concurrencer avec des arguments pour les vins français. C'est ça que vous voulez nous dire? Oui, voilà. On voit dans les points de vente de plus en plus de vins bio. Alors, c'est pas au niveau de la France, c'est encore lent, c'est un marché de niche, mais c'est prometteur. Et au Portugal, Laetitia? Alors, le bio avait pris beaucoup d'ampleur au Portugal avant le Covid, mais continue, puisque les gens sont évidemment encore plus préoccupés par la santé et souhaitent encore plus de produits bio et produits sains. Au niveau des vins, l'offre locale est encore très limitée. Je sais que, par exemple, l'importateur Vinhos Livres recherche souvent beaucoup de vins bio et la demande augmente fortement sur ce créneau. Alors, une question d'Ingrid Houdard qui complète celle que je viens de poser. Elle pose la question sur les vins HVE. Est-ce que c'est un label connu sur vos marchés respectifs? On peut continuer peut-être avec vous, Laetitia? Non, au Portugal, c'est pas un label connu. D'accord. En Espagne, Astrid? Non, j'ai pas connaissance non plus de ce label. Jérôme, si toi Delphine Chalma, je confirme qu'en Espagne, le label HVE n'est pas développé. Hein. D'accord. En Italie non plus. Chez vous non plus, d'accord. Donc, peut-être qu'il y a un travail de pédagogie de la part des vins français sur les différents marchés pour expliquer ce qu'est ce label franco-français. Excusez-moi. Haute valeur environnementale, donc c'est bien ça dont vous parliez. Hein. Tout à fait. Donc non, j'ai quand même quelques producteurs qui ont cette dénomination et justement quand mes clients me demandent des vins bio, je leur fais remarquer qu'ils ont cette dénomination qui peut compenser le fait qu'ils n'ont pas l'appellation bio comme il y a en Italie. Ok, alors une autre question porte sur les circuits de distribution. Est-ce que vous avez une évaluation ou des données sur les nombres de faillites attendues dans la CHR pour les 3 pays? Donc, d'abord peut-être Angélique Pételet en Italie. Oui, on n'a pas encore des données vraiment certaines, mais je lisais dans la presse qu'on évoquait le chiffre de 50 000 entreprises dans restauration, tourisme, qui pourraient ne pas se relever suite à cette crise. Mais c'est vraiment une estimation à prendre avec les pincettes. Maintenant, tout dépendra de la reprise. Donc, ce sera, disons, une donnée qu'on pourra reprendre ultérieurement, je pense. Astrid, en Espagne? Alors, en Espagne, on parle de 25% d'établissements qui ne rouvriront pas. Là aussi, données à prendre avec des pincettes. Mais voilà, c'est ce qu'on lit actuellement. Et au Portugal, Laetitia? C'est aussi une estimation. Donc, ils estiment environ 27% de restaurants et hôtelleries qui ne rouvriront pas. D'accord. Il y a une question sur les spiritueux français hors cognac. Est-ce que dans la zone ibérique, il y a un intérêt des consommateurs? Peut-être Jérôme? Ouais, là, je vais laisser répondre ma collègue de Business France sur cette question commerciale. D'accord. Astrid? Alors, sur les cognacs,
J'ai pas les chiffres en tête, je pourrais les chercher. Il n'y a pas une grosse consommation de cognac. Hein, mais la question est hors cognac, en fait. Ah, pardon, j'avais compris. D'accord. Je ne saurais pas vous répondre là. Sur d'autres. C'est une question difficile. Et peut-être au Portugal. C'est plus de 12% d'export de spiritueux. Donc ça c'est. Mais je pourrais regarder le détail de ces exportations qui ont augmenté de 2018 à 2019. Plus 12% depuis la France. C'est beaucoup. Et est-ce qu'on sait expliquer l'attrait qu'a eu le vermouth? Qu'est-ce qui plaît aux Espagnols? C'est un alcool qui est bu habituellement en Espagne en apéritif. Les gens se retrouvent pour prendre un vermouth. Habituellement, c'est quelque chose qui est dans la culture espagnole à la base. Et là, à travers les apéritifs virtuels, les gens ont privilégié la bière et le vermouth pour reprendre un peu les habitudes de la rue. D'accord. Je me tourne vers Laetitia. Laetitia, sur les spiritueux, vous savez répondre à la question? La consommation n'est pas très importante puisqu'on est à 1,9 litres par habitant par an. Et les importations ont baissé. Donc, c'est vrai que c'est un segment assez difficile au Portugal. Ok. Autre question. Ah oui, c'était Monsieur Moge qui demandait une précision de vocabulaire sur le revenge spending des achats haut de gamme. Est-ce que quelqu'un peut expliquer ce que c'est que le revenge spending? Oui, alors en fait, ce serait simplement que les consommateurs ayant dû, renoncer à certains achats, certains plaisirs pendant la période du confinement, pourraient maintenant avoir tendance à vouloir se faire plaisir et quitte à prendre une bouteille de vin chez un caviste, prendre une excellente bouteille. Voilà, pour compenser justement le manque dans ce qu'ils ont pu souffrir pendant le confinement. Ok. Pour les champagnes en Italie, est-ce qu'on peut faire peut-être un petit focus? Je sais que c'est un marché qui est marché d'intérêt pour la Champagne et on a pas mal de gens qui nous écoutent qui sont de la Champagne. Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux vignerons pour relancer leur activité en Italie? Oui, alors la première chose, je dirais, c'est de mettre à jour leur site internet, les réseaux sociaux, être également actif sur les réseaux. Il suffit pas d'avoir un profil, mais il faut vraiment l'alimenter. Ne pas hésiter, pourquoi pas, maintenant à organiser également des sessions online, des dégustations, voilà, présenter peut-être une cuvée, voilà. Ensuite, d'autres conseils, écoutez, venir en Italie s'ils ont déjà des prospects, venir rencontrer les entreprises, montrer qu'ils sont présents et surtout montrer aux opérateurs italiens qu'ils sont disponibles pour les aider dans le développement du produit. Ils sont prêts à participer à des dégustations, à aller rencontrer également la clientèle. Il faut vraiment montrer qu'on est présent et qu'on est prêt à investir voilà, dans la relation commerciale. Merci. Je vais ouvrir la question aux trois pays. Ce sont des marchés que les opérateurs français ont délaissés ces dernières années parce que les forces étaient focalisées sur le développement des parts de marché au grand export. Aujourd'hui, certains envisagent de réinvestir sur ces marchés de proximité. Comment on renoue le lien alors que sur les dernières années, on a un peu délaissé les importateurs? Peut-être je vais d'abord poser la question à vous, Delphine Schelma. Comment vous souhaiteriez être recontacté? Eh bien, pour les nouveaux producteurs qui voudraient se mettre en contact avec moi, bien volontiers, comme disait Angélique, il va falloir être très présent et très, très réactif
pour être auprès de nos clients dans le secteur HoReCa, surtout en les aidant, en faisant des dégustations, en se déplaçant. Donc, moi, personnellement, en tant qu'importatrice, je vais tourner. J'ai des hôtels de luxe, donc je vais retourner les voir, refaire des dégustations avec des produits qu'ils n'ont peut-être pas, essayer de faire des efforts d'un point de vue économique, mais surtout aussi en étant présente s'ils veulent organiser des soirées à thème, et être là à leur côté pour qu'ils puissent pousser un peu plus nos produits, quoi. Ok, peut-être Astrid, vous auriez quelques conseils? Oui, bah en Espagne, le contact est très important également. C'est vraiment être en contact régulièrement avec les importateurs, venir un maximum en Espagne, les soutenir et voilà, garder ce contact régulier, c'est primordial en Espagne. Et voilà, surtout en ce moment, vraiment les soutenir encore plus que d'habitude. Voilà pour l'Espagne. Aujourd'hui, ils ne sont pas sursollicités. Aujourd'hui, ils s'estiment sursollicités. On peut leur envoyer des mails, leur proposer des dégustations online. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Là, je vous parlais tout à l'heure du boom de la consommation de produits locaux. C'est une réalité. Mais les produits français sont quand même appréciés. Donc il faut être présent, il faut proposer des nouveaux produits, il faut pas hésiter, Et puis nous, on est là aussi pour filtrer ou pour doser, faire des formations aussi, ça peut être une bonne idée. Former les futurs sommeliers dans les restaurants, c'est des choses qu'on organise et qu'on peut aider les sociétés à trouver la bonne manière d'approcher le marché. Au Portugal, Laetitia? Oui, alors du coup, je vais reprendre un petit peu ce qui a été dit, parce qu'on est en Europe du Sud, donc effectivement, le contact, venir régulièrement, faire des visites de clients avec l'importateur. Évidemment, prévoir aussi un budget marketing, de promotion, faire beaucoup de dégustations, faire beaucoup d'événements, communiquer auprès principalement du consommateur. Il faut vraiment éduquer le consommateur portugais au vin français et, comme disait Astrid, former les sommeliers parce que j'ai eu des échos que voilà, les formations au Portugal n'étaient pas assez poussées et qu'il y a vraiment des lacunes au niveau de la formation France et des vins français, donc ça peut être un bon créneau pour rentrer sur le marché portugais. Bien, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Je voulais d'abord tous vous remercier pour la qualité de vos interventions et vous remercier, vous, auditeurs, pour vos questions. Sachez que pour les questions auxquelles nous n'avons pas répondu, les experts de Business France vous répondront par mail dans les prochains jours. Le prochain épisode de notre série aura lieu le 2 juin à 11h30 et sera consacré à l'Europe centrale et orientale. Après nous être quittés, vous pourrez remplir un petit questionnaire de satisfaction. Nous vous remercions de nous dire tout ce qui pourra nous permettre de nous améliorer. C'est très important pour nous. Voilà le moment venu de nous séparer. N'oubliez pas de partager autour de vous ces webinaires. Parlez-en à vos collègues et sur les réseaux sociaux. Merci à vous tous et au 2 juin à 11h30, à mardi. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.